Donc voilà, on va donc commencer notre cours d'introduction à l'étude du droit des affaires, qui a une particularité puisqu'il s'adresse à un public de gestionnaires, futurs gestionnaires en tout cas, et vous savez que le droit prend une place très importante dans le cadre de l'entreprise que vous serez amené à gérer. Il tient une place importante de manière générale, c'est-à-dire pour les hommes, parce que notre quotidien, en vérité, c'est un quotidien juridique. Il ne se passe pas un jour, un moment, sans qu'on accomplisse des actes juridiques. C'est pour cela qu'on ne peut pas espérer avoir une formation de qualité sans la dimension juridique, sans le droit. Et ceci est très important. Il faudra obligatoirement avoir devant ses yeux cette notion et toujours poser les questions sur les aspects juridiques d'un acte quelconque. On ne peut pas séparer du tout la gestion du droit. Et c'est pour cela que, effectivement, pour des soucis plus que pédagogiques, donc, on a instauré un cours de droit. Je ne pense pas que c'est le premier cours, puisque vous avez dû subir théoriquement l'introduction au droit, l'introduction à l'étude du droit. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des aspects nouveaux en matière de droit des affaires. Alors, comme vous le savez, le droit, il est divisé en deux grands groupes. C'est ce que vous avez vu en introduction. Il y a les règles de droit public et les règles de droit privé. Évidemment, le droit public, l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les États ou les rapports entre les États et les individus. Et le droit privé, c'est la gestion, l'ensemble des dispositions qui régissent les rapports entre les individus, entre les personnes physiques ou morales. Très bien. Alors, le droit privé est dominé par les règles de droit civil. Le droit civil, c'est en quelque sorte le tronc commun, à tel point que dans les anciennes facultés de droit, dans le monde, on parlait de la branche droit privé. En fait, le droit civil couvrait l'ensemble du droit privé. Mais évidemment, avec l'évolution, il était normal qu'apparaissent des règles juridiques nouvelles qui vont couvrir une partie de l'activité humaine, surtout sur le plan économique. D'où l'apparition déjà du droit commercial classique. Donc le droit commercial classique, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les commerçants, donc concernent les commerçants, les biens commerciaux et les opérations commerciales. Alors pendant longtemps, on a défini le droit commercial classique comme étant un droit d'exception. Vous trouverez cette définition dans les livres anciens. En fait, pourquoi on parle d'exception? Parce que ce sont des règles qui s'appliquent de manière exceptionnelle par rapport aux règles du droit civil. Les règles du droit civil ont connu un développement majeur et les règles de droit commercial sont apparues pour répondre aux besoins des commerçants, sur la base de ce qu'on appelait la lex mercatoria, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent des professions données. Alors évidemment, on va voir tout à l'heure pourquoi un droit commercial spécifique, parce qu'à la rigueur, on pouvait se satisfaire des règles de droit civil qui régissent de toute façon l'ensemble des rapports entre les personnes. Bien, il y avait deux raisons qui sont toujours en vigueur, c'est la rapidité et le crédit. Mais à ce droit commercial classique se sont ajoutés peu à peu des apports tout à fait nouveaux, constitués par des éléments de droit public, et notamment de droit public économique, d'où l'apparition ou la nécessité de mettre en place des règles qu'on intègre dans cet ensemble global qu'on appelle le droit des affaires. Donc l'évolution
du droit commercial classique vers un droit des affaires autonome n'est pas seulement une question de terminologie. En réalité, le droit des affaires est venu pour répondre aux besoins de l'entreprise. Si je devais faire la distinction, je dirais que le droit commercial, c'est l'étude des institutions commerciales à l'état statique, et le droit des affaires, c'est l'étude du droit de l'entreprise à l'état dynamique, le droit commercial à l'état dynamique. En quelque sorte, le droit des affaires couvre un domaine plus vaste que le droit commercial, qui était entendu traditionnellement comme le droit des commerçants et des axes de commerce. Aujourd'hui, le droit des affaires, en réalité, j'ai dit plus vaste, parce qu'il englobe des questions qui relèvent du droit public, du droit fiscal et du droit du travail. Bien entendu, une grande partie relève également du droit administratif. Donc vous voyez que c'est une terminologie qui recouvre l'ensemble de ces disciplines. C'est pour cela que vous trouverez parfois des terminologies différentes. On parle de droit économique. Je préfère l'appellation droit des affaires, parce que la notion droit des affaires permet d'avoir cette approche réelle d'un droit spécifique réservé à l'entreprise. En fait, c'est une synthèse d'approches publicistes et privatistes du droit. Il va plus loin parce qu'ils font en un seul alliage les techniques de gestion qui concourent à la solution des problèmes d'organisation de la vie des affaires tels qu'ils se présentent quotidiennement à l'entreprise et dans l'entreprise. Alors, évidemment, il n'y a pas, je ne pourrais pas vous dire, voici la définition acceptée par tous. En réalité, il n'y a pas de définition formalisée du droit des affaires. Chaque auteur est réduit à peu près à un choix de conception, mais au-delà, on peut considérer, pour ce qui nous concerne, que le droit des affaires peut être défini comme étant l'ensemble des règles qui régissent l'activité commerciale en général, qu'elle soit exercée par des commerçants ou d'autres professionnels. Et en partant de cette définition du droit commercial, évidemment, on constate que, du droit commercial mais aussi du droit des affaires, on constate que le droit commercial est en quelque sorte un sous-ensemble du droit des affaires. Donc, ce que vous devrez garder en mémoire, c'est que le droit des affaires a un champ plus vaste et que le droit commercial est partie intégrante du droit des affaires, sauf que on intègre des matières nouvelles, telles que le droit fiscal, telles que le droit du travail, telles que le droit administratif et bien entendu le droit commercial, sans oublier les règles essentielles du droit civil. Parce qu'on ne peut pas du tout faire une analyse et rencontrer les règles de droit des affaires sans maîtrise des règles de droit civil, en tout cas dans certains de leurs aspects, notamment pour ce qui concerne le contrat, comme on le verra plus tard. Alors, il y a un particularisme, on a l'habitude de dire qu'il y a un particularisme du droit des affaires qui s'explique par le fait qu'on a toujours cherché à répondre aux besoins de l'entreprise. Le droit des affaires est destiné à répondre aux besoins de l'entreprise et également il cherche à répondre aux besoins des commerçants. Alors, dans quelle mesure le droit des affaires est destiné à répondre aux nécessités de l'entreprise? Comme j'ai dit, je viens de le dire, le droit des affaires s'est constitué pour répondre à certains besoins et certaines idées économiques et sociales en cours depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y avait au départ un commerce des marchands auquel s'est substitué ou se sont substituées des formes modernes
caractérisé par un changement de dimension et de conception. Évidemment, un développement de la grande industrie que vous connaissez, vous avez étudié ça dans des matières très spécialisées, mais ceci, comme vous le savez, le droit, c'est en quelque sorte le miroir de la société. Quand la société évolue, les règles de droit évoluent avec. Et donc, quand il y a un développement industriel, un développement économique, un développement commercial, l'apparition de la personne morale, ce qui n'est pas négligeable, tout ça fait que le droit commercial était dans l'obligation de se transformer et son dépassement était inévitable. Alors, le droit commercial était construit à partir de notions civilistes de la propriété et du patrimoine. C'est insuffisant parce que c'est un peu figé. Aujourd'hui, les propriétés collectives se sont substituées aux propriétés individuelles. La production économique ne postule pas nécessairement la propriété des biens de production. Il en est ainsi avec le développement du bail commercial, par exemple, ou le crédit bail, qui porte sur les biens d'équipement et les immeubles. Quand je parle du bail commercial, pendant longtemps, la propriété qui était reconnue, c'est la propriété foncière de biens fonciers ou de biens immeubles. Mais depuis déjà à la fin du XIXe siècle, est apparue ce qu'on appelle la propriété commerciale. C'est-à-dire que les commerçants se sont obligés, si vous voulez, de défendre leur bien, qui est le commerce. Je ne suis pas propriétaire des murs du local dans le cadre duquel j'exerce mon commerce, mais je suis propriétaire de mon commerce. Donc cette notion est nouvelle. Donc vous voyez qu'on dépasse le droit civil classique, qui lui était fondé sur la propriété, la notion de propriété immobilière, pour rentrer dans une notion un peu plus vague, en quelque sorte, mais incorporelle, qui est la propriété du fonds de commerce. Et la notion d'entreprise, comme vous le savez, fait prévaloir les intérêts de l'entreprise sur les intérêts individuels. Ce constat, c'est la conséquence d'un certain nombre de facteurs, notamment la dématérialisation des objets économiques, la dépersonnalisation des rapports juridiques et des concentrations économiques. C'est-à-dire que le droit civil classique, figé, tel que nous, par exemple, au Maroc, on le pratique dans le cadre du Daïr formant code des obligations et contrats, c'est l'équivalent du droit civil en droit français ou dans d'autres droits comparés, ça dépend des pays, mais l'appellation ne change pas le contenu. Donc, il a fallu faire face à ces mutations. Et c'est pour cela qu'il fallait avoir recours à une pratique interdisciplinaire capable de permettre à l'entreprise d'avoir des éléments de prévision et de gestion. Le droit des affaires, devenu le droit de l'entreprise commerciale, est une réponse à ce besoin. Alors, vous allez me dire, mais quels sont les besoins de l'entreprise en matière juridique? Quelles sont les attentes? L'entreprise, c'est une entité à part. D'abord, vous savez que l'entreprise, il n'y a pas de définition juridique, c'est une approche économique. La notion d'entreprise, c'est une approche économique. Quand on parle de société, il y a une définition juridique de la société. L'entreprise, c'est une approche économique. Eh bien, pour faire face aux besoins de l'entreprise, le droit des affaires a développé un certain nombre de règles totalement différentes de celles édictées en droit civil, et je peux vous donner quelques exemples. Tout à l'heure, j'y ai fait allusion en vous disant on va revenir sur ces deux points, parce que l'entreprise a des contraintes. Deux contraintes essentielles. La contrainte de répondre vite et bien en termes de temps, donc besoin de rapidité. Besoin de réaliser des affaires dans un cadre sécurisé. D'où la nécessité d'un crédit. Alors, pour la rapidité, le droit des affaires, il a tendance à
supprimé un certain nombre de formalités qui auraient eu pour conséquence de retarder la conclusion ou l'exécution des opérations commerciales. Exemple. En matière de preuve, l'article 334 du Code de commerce instaure le principe de la liberté de la preuve en droit commercial et par conséquent en droit des affaires. Alors que si on envisage la question de la preuve d'un point de vue du droit civil, effectivement, le droit civil est fondé sur la preuve écrite, le besoin de la preuve écrite. Le droit civil, si vous voulez, nous dit qu'à partir du moment où une transaction est supérieure à 10 000 dirhams, il faut une preuve écrite. Ça veut dire qu'on ne peut pas démontrer l'existence de la transaction sur la base d'une preuve testimoniale. L'article 443 du Code civil marocain, le DOC, d'ailleurs, pour mon compte des obligations de contrat, nécessite, exige une preuve écrite. Or, ceci est très important, ce qui veut dire que les commerçants entre eux n'ont pas toujours besoin d'établir un écrit. Pourquoi? Parce qu'on peut apporter la preuve de la transaction commerciale par n'importe quel moyen de preuve. Email, fax, témoignage, aveu, n'importe quel moyen de preuve, la preuve est libre. Alors qu'en droit civil, la preuve est écrite. Pourquoi on a évolué vers le sens de l'article 334? Eh bien parce que dans le monde des affaires, le temps, c'est de l'argent. Par conséquent, on ne veut pas exiger toujours, et nous avons des centaines, des milliers de transactions qui se font dans le monde, par téléphone, par télégramme, par téléx, par fax, etc. Donc on n'a pas le souci, on a le souci de l'efficacité pour réaliser l'opération, moins le souci d'établir une preuve. Parce que le monde des affaires a ses propres règles. Et c'est pour cela que le législateur était obligé de mettre en place un système de preuve capable de répondre aux besoins de l'entreprise, d'où la différence entre les règles de droit civil classiques et les règles de droit des affaires et le droit commercial. La prescription. La prescription extinctive, en droit civil, elle est de 15 ans. La prescription, c'est quoi? C'est l'écoulement du temps qui va éteindre le droit à une action. Parce que vous ne pouvez pas être sous le coup d'une possible poursuite pendant une durée indéfinie. Le législateur, même en matière criminelle, il va dire qu'il y a un délai de prescription qui peut être de temps. Sauf pour les crimes contre l'humanité où les délais sont plus importants ou autres. Mais en général, si vous voulez, en droit marocain, la prescription extinctive, elle est de 15 ans. La prescription extinctive, ce que vous avez vu en introduction au droit, par opposition à la prescription acquisitive, qui permet d'acquérir un bien au moment et après l'écoulement d'un certain délai. Ici, pour la prescription extinctive, elle est de 15 ans, alors que le délai de prescription en droit commercial et en droit des affaires n'est que de 5 ans lorsque les obligations sont nées entre commerçants. Parce que parfois, il peut y avoir une dualité. Si la transaction est née entre un commerçant et un non-commerçant, il y a un statut spécial et il y a des règles qui s'appliquent de manière spécifique. Alors, donc, le besoin de rapidité pousse à la mise en place d'un certain nombre de règles spécifiques, mais cela n'empêche pas la mise en place d'un certain formalisme, ce qu'on peut appeler un formalisme nouveau en droit des affaires, qui a pour objet de faciliter les opérations commerciales et de permettre aux parties de contracter en toute sécurité. Par exemple, le contrat de société doit obligatoirement être établi par écrit. Ça veut dire que le fait de dire la preuve est libre, ça ne veut pas dire qu'on est exonéré totalement de la mise en place de documents écrits. Il y a des cas spécifiques où le législateur exige pour la validité l'écrit et parfois même la publicité. Alors, rapidité et crédit, évidemment, le droit des affaires assure
et veut assurer, veut garantir le crédit en accordant aux commerçants un certain nombre de garanties particulières. Premièrement, le souci dans le cadre de l'entreprise, c'est de permettre de garantir les créanciers quant à leurs créances, contre la défaillance des débiteurs. Et c'est pour ça que le débiteur commerçant ne peut bénéficier de délai de grâce. Si la dette est civile, on peut obtenir près du tribunal compétent, près du président du tribunal compétent, un délai de grâce. Normalement, le commerçant ne peut bénéficier de délai de grâce pour l'acquittement de sa dette. Il y a une deuxième notion, la solidarité entre co-débiteurs. En matière civile, la solidarité ne se présume point. En matière commerciale, la solidarité se présume. C'est-à-dire si plusieurs personnes contractent une dette vis-à-vis d'une banque, alors la banque, à l'échéance, si elle n'est pas payée, si on analyse la créance comme étant commerciale, elle aura le droit, en fait, de poursuivre l'un quelconque des différents débiteurs, dans le cadre de cette notion de solidarité. C'est pour cela qu'en matière civile, la solidarité ne se présume point, ce qui veut dire que si on veut instaurer un régime de solidarité, il faut un écrit, alors qu'en matière commerciale, elle se présume, ce qui veut dire que si on veut écarter cette notion de solidarité, il faut l'écrire. Vous avez compris qu'il s'agit là d'une règle supplétive. Les règles supplétives peuvent être écartées par la volonté des parties. On peut déroger volontairement à ce qu'on appelle cette solidarité. Enfin, s'il est constaté que le débiteur commerçant, l'entreprise notamment, se trouve en cessation de paiement, le législateur a mis en place un régime particulier pour les entreprises en difficulté. C'est le régime du redressement et de la liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas pour les débiteurs qui rentrent dans la catégorie du droit civil. Et enfin, ce ne sont que des exemples, la publicité de certains actes juridiques exigés par la loi a pour objectif d'assurer non seulement la sécurité juridique, mais l'égalité des parties. Et même parfois, le défaut de publicité est sanctionné par une vigueur particulière. Par exemple, si quelqu'un achète un fonds de commerce, mais qu'il ne procède pas à la publication et à la publicité autour de cet acte, la vente n'est pas opposable au créancier. Donc il y a des conséquences assez lourdes. Et je ne peux pas terminer cette illustration sans citer la notion de la théorie de l'apparence, qui joue un rôle important en droit des affaires. C'est-à-dire que dans les rapports avec les tiers, par exemple, les organes des sociétés engagent celles-ci indépendamment des pouvoirs réels qu'ils détiennent. C'est la théorie de l'apparence qui est facilement admise en droit des affaires et qui est pratiquement impossible à démontrer lorsqu'il s'agit de règles spécifiques telles qu'on les connaît en droit civil. Alors vous avez pu constater avec cette petite présentation que nous avons évolué d'un droit civil classique qui est caractérisé par une certaine lenteur, par une certaine complexité et le poids d'un certain formalisme. On a évolué vers un droit commercial qui nous présente les institutions commerciales à l'état statique, vers un droit des affaires avec un champ plus vaste et avec une approche plus dynamique, non seulement pour dire ce qui est possible de ce qui n'est pas possible, mais pour rendre l'activité de l'entreprise possible dans le cadre d'une certaine légalité et dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que par l'approche qu'on fait du droit,
on veut mettre le droit au service de l'entreprise. On ne doit pas oublier que la négligence des aspects juridiques au sein de l'entreprise, comme pour les individus, mais essentiellement pour les entreprises, peut coûter des sommes faramineuses. C'est pour cela que les services juridiques au sein des entreprises jouent un rôle fondamental, de plus en plus. Cette culture, si vous voulez, s'est imposée avec le poids de la réalité qui nécessite justement une connaissance, une maîtrise du domaine du droit pour pouvoir le mettre au service de l'entreprise, comme je viens de le dire. Rapidement, notre objectif n'est pas de faire de l'histoire, mais simplement que je vous dise qu'il y a eu une évolution. On doit savoir que l'originalité du droit des affaires est essentiellement le résultat d'une évolution historique. Il y a certaines périodes qu'on peut distinguer, très rapidement en un mot, l'Antiquité, dans le code de Hammurabi, l'Empire de Babylone, 1750 avant Jésus-Christ, on trouve mention déjà à l'époque du prêt à intérêt et des opérations de commission. Les Phéniciens et les Athéniens ont connu des usages spécifiques pour le besoin du commerce maritime. Le droit romain, lui, a surtout mis en place la théorie générale des contrats et des obligations en droit civil. Mais il réglementait déjà la technique de la représentation. Actuellement, on parle de mandat commercial. Les opérations du prêt à la grosse aventure pour financer les entreprises de commerce maritime et les opérations de change et de banque. Donc, rapidement, pour l'Antiquité, vous voyez déjà à l'époque, il y avait les prémices d'un droit des affaires tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais à partir du XIe siècle, le commerce renaît. Les corporations qui regroupent les membres des corps de métier édictent des règles et fixent les conditions d'accès à la profession. C'est la fameuse lex mercatoria qu'on a connue au Moyen Âge. Alors il y a un certain nombre de droits, de règles, juste pour vous donner un exemple. Il y a un droit des foires qui s'est créé dans les villes où se réunissent les gens à des dates fixes de différentes régions. L'utilisation de la lettre de change, ce qui évite le transport matériel de la monnaie. Pour trancher les contestations, ils ont mis en place des tribunaux de foire qui étaient institués. La faillite est appliquée aux commerçants qui ne peuvent pas faire face à ces engagements. Et la vie des affaires est dominée par des usages qui, bien qu'ils n'étaient pas écrits, constituent un véritable jus mercatorum, droit des marchands, à caractère international. Donc, aussi, le Moyen-Âge illustre bien les besoins des hommes à mettre en place des règles spécifiques pour les échanges commerciaux. Évidemment, on peut évoluer pour le XVIe jusqu'à la mise en place de la codification, parce que par la suite, si vous voulez, Louis XIV, sous l'influence de Colbert, adopte 2 ordonnances relatives au commerce de terre à la marine successivement en 1673 et 1681. Une optique plus libérale s'est imposée à la Révolution et l'interdiction des corporations permettant le libre accès aux professions commerciales, loi Le Chapelier du 14 juin 1781. Alors j'ai parlé de la codification parce que la codification, c'est une étape fondamentale. La codification, c'est le regroupement des textes spécifiques à une profession donnée ou à un domaine précis dans le cadre de codes. Cette codification a permis, si vous voulez, l'éclosion de règles juridiques spécifiques qui font partie intégrante aujourd'hui du vaste domaine du droit des affaires. Au Maroc, le premier code de commerce a été promulgué le 12 août 1913, en même temps que le code des obligations et contrats. D'accord? Donc, si vous voulez, déjà en 1913. Progressivement, le Maroc s'est doté de lois spécifiques aux affaires et au commerce. Il en est ainsi de la loi numéro 988
relative aux obligations comptables des commerçants, promulguée par le Daïr du 25 décembre 1992. Également la loi numéro 1-93-211 relative à la bourse des valeurs, et d'autres lois encore, jusqu'à la refonte du droit commercial qui a permis l'abrogation du Daïr de 1913. La loi numéro 5-95 du 1er août 1996 relative au Code de commerce, donc c'est celle-là. La loi 17-95 relative à la société anonyme et la loi numéro 5-96 relative aux sociétés commerciales. Et enfin, une loi essentielle pour nous, c'est la loi du 12 février 1997 qui a institué les tribunaux de commerce. Et par la suite, plusieurs lois sont venues, continuent à venir d'ailleurs. Donc ça bouge au Maroc aujourd'hui parce que la volonté déclarée de notre pays, c'est de se doter d'un arsenal juridique moderne qui le hisse au standard international. Alors, vous constatez que le droit des affaires est un droit pluridisciplinaire, composé à la fois de règles de droit privé, de droit public et de droit économique. Il y a un point qui a joué un rôle essentiel. C'est l'internationalisation de l'économie qui a entraîné, si vous voulez, l'internationalisation des affaires et la conclusion des États d'un certain nombre d'accords bilatéraux ou multilatéraux qui montrent que le droit des affaires est devenu un droit essentiellement international. D'ailleurs, si vous prenez par exemple les règles de droit civil, les règles de droit civil sont issues d'un milieu. Ils sont empreints, si vous voulez, de la culture locale. Alors que les règles de droit des affaires sont empreintes d'une dimension internationale. Moi, je trouve que les règles de droit des affaires permettent justement de dire que le droit est devenu international. C'est un fonds commun entre les différentes nations. Alors que le droit civil peut changer d'un pays à l'autre, parce qu'il est aussi l'expression, si vous voulez, d'une culture déterminée. Alors, comme vous le savez, vous êtes dans l'entreprise, vous avez des questions juridiques qui se posent, vous voulez y répondre, vous allez vous dire où est-ce que je vais chercher l'information. Vous avez une question pratique à laquelle il faut répondre. Ça veut dire que vous vous interrogez sur l'endroit où vous avez trouvé la réponse. C'est la question des sources. Les sources du droit des affaires. Pour dire que si j'ai une question qui est posée, il est important que je sache la poser, pour que je trouve le texte spécial, spécifique, qui me donne la réponse. Et ça, ce n'est pas rien, parce que c'est déjà la moitié du chemin. Après, il me restera à explorer le texte lui-même, à le faire parler et à trouver la réponse. Et c'est pour cela que ce n'est pas une question subsidiaire que de parler des sources. Et en matière de sources du droit des affaires, nous distinguons facilement entre, il y a plusieurs approches, l'une d'elles c'est celle-là, entre les règles et les sources internes et les sources internationales. Les sources internes du droit des affaires, qui ne cessent de se diversifier, peuvent être présentées comme suit. D'abord la loi, les usages commerciaux, la jurisprudence et la doctrine. La loi, bien évidemment, est la principale source du droit des affaires. Elle doit être entendue ici au sens très large, parce que le droit des affaires se caractérise par une diversité de sources. Il comprend notamment la Constitution. Pourquoi on s'intéresse à la Constitution? Parce que, notamment, la nôtre du 29 juillet 2011 va ériger en principe constitutionnel le principe de la non-rétroactivité des lois, donc ce qui n'est pas négligeable pour le monde des affaires, parce que ce principe instaure une sorte de stabilité juridique, une sorte de sécurité juridique, le principe de la liberté d'agir, la liberté d'exercer le commerce,
Ensuite, nous avons le code de commerce qui doit être entendu sous forme de cette loi que je viens de citer, ça veut dire le Daïr du 1er août 1996. Et vous avez un certain nombre de dispositions qui ne sont pas intégrées dans le code. Ça, c'est un reproche qu'on peut faire aux législateurs marocains, parce que ce qui concerne, par exemple, les baux commerciaux, ils sont régis par un Daïr très vieux, puisqu'il date du 24 mai 1955, aujourd'hui abrogé. La nouvelle loi, qui l'a remplacé au bout d'un travail énorme depuis déjà 60 ans, va rentrer en vigueur le mois de février 2017. Parce que le Daïr du 24 mai 1955, qui régit les rapports entre qui concerne les baux commerciaux, est essoufflé et effectivement il est arrivé à destination, il ne faut plus en faire état. Et donc, à partir de février 2017, c'est une nouvelle loi qui rentrera en vigueur, mais elle n'est pas intégrée dans le code, elle est à part, elle n'est pas intégrée. La théorie générale des contrats et obligations, il est consigné dans le code civil, le Daïr des obligations et contrats. Et puis, il ne faut pas oublier que depuis déjà les années 90, un certain nombre de lois ont vu le jour, comme je viens de le dire, qui concernent la société, la bourse des valeurs, la société anonyme, les sociétés commerciales, la question de l'arbitrage, la question de la propriété intellectuelle. L'ensemble de ces questions-là ont fait l'objet de lois spécifiques, avec la volonté, effectivement, de pouvoir moderniser le champ très vaste du droit des affaires. Voilà pour la loi. Donc la loi, c'est bien entendu la Constitution dans un sens large, le code de commerce, le Daïr formant compte des obligations et des contrats, c'est-à-dire le droit civil, le code. Certains pays l'appellent le code civil, nous on appelle le Daïr formant compte des obligations et contrats. Il y a les usages commerciaux. Les usages commerciaux, ce sont des pratiques qu'un emploi constant transforme en une règle de droit. Un emploi constant transforme en une règle de droit. On distingue généralement les usages de fait et les usages de droit. L'usage de fait, c'est-à-dire toute pratique dont l'utilisation constante en fait une règle non écrite, il se développe généralement dans des domaines où la loi écrite n'a pas pu s'exprimer avec sa généralité et son abstraction. La caractéristique essentielle des usages de fait réside en ce que ces usages sont nés généralement des accords de volonté et par conséquent leur force exécutoire est celle des conventions. Ils ont généralement un domaine d'application plus limité. Le plus souvent, ils vont concerner une région, une place ou une bourse. Il en résulte un certain nombre de conséquences. L'existence d'un usage de fait doit être établie par celui qui l'invoque. Ce sont les dispositions de l'article 476 du DOC. Les usages doivent être acceptés expressément ou tacitement par les parties. L'acceptation tacite résulte notamment de l'appartenance des parties à la profession concernée par les usages. Les usages peuvent être écartés par une volonté contraire des parties. Enfin, ces usages ne peuvent déroger à une loi impérative. Il s'agit là des usages de fait. Pour ce qui concerne les usages de droit, ce sont de véritables lois. Et de ce fait, ils ont un domaine et une portée plus générale. Ils ont un caractère impératif. Sauf exception, ils ne peuvent s'opposer à une loi impérative de droit commercial,
mais de tels usages peuvent déroger à une règle impérative du droit civil dont les dispositions ne s'appliquent qu'à défaut des règles propres au droit commercial. Alors, les usages de droit font partie intégrante du droit commercial. Les plus importants de ces usages ont été consacrés par la jurisprudence. Parce que quand vous avez un litige, quand un tribunal arbitral ou un tribunal de commerce doit trancher un litige s'agissant d'un litige commercial, effectivement, il va d'abord chercher la réponse dans le code de commerce. Mais si le code de commerce n'a pas traité cette question, le juge doit chercher une réponse. Il va chercher la réponse dans les usages, surtout lorsqu'il s'agit d'un usage commercial. Un usage de droit, comme je viens de le dire, il a la valeur d'une loi. Il peut même déroger à une loi civile impérative. Il ne peut pas déroger à une loi commerciale impérative. D'où son importance et la nécessité de le connaître. Et c'est le travail normalement des chambres de commerce. C'est pour ça qu'il y a des chambres de commerce et d'industrie. Leur travail, c'est de regrouper les usages. Et nous, dans notre tradition commerciale, c'est pour ça qu'on a l'institution de l'Amin et du Muhtasib, parce que généralement, les juges font appel à ces spécialistes qui représentent des professions déterminées pour connaître l'usage en vigueur dans telle profession, dans tel cas de figure. Enfin, il y a une troisième source, c'est la jurisprudence. Et la jurisprudence, c'est quoi? C'est l'ensemble des décisions de justice. Son rôle est le même en droit des affaires qu'en droit civil, car la jurisprudence interprète la loi, elle la complète et parvient même, dans nombre de cas de figure, à la faire évoluer au gré des besoins. Je vous donne un exemple. J'ai parlé tout à l'heure du principe de la liberté de la preuve. Avant 1996, il n'y avait pas un texte spécifique qui instaure le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Mais il y avait une pratique jurisprudentielle qui a instauré cette notion de la liberté de la preuve. Et la loi de 1996 a intégré ce principe en matière commerciale dans le cadre de l'article 334 du Code de commerce. Donc, on peut citer ainsi plusieurs exemples, si vous voulez. C'est la jurisprudence qui fait évoluer la loi. Elle a le devoir de l'interpréter, mais aussi elle permet de la faire évoluer. Il y a enfin une source interne qui a son importance, bien évidemment, c'est la doctrine. Et la doctrine, c'est l'opinion communément professée par ceux qui enseignent le droit, ou même ceux qui, sans enseigner le droit, le pratiquent. Donc, ce sont les personnes qui sont amenées à écrire, à développer, à critiquer, à commenter le droit. Ça peut être des professeurs de droit, des avocats, des juristes d'entreprise, des experts comptables. Donc, en fait, qui émettent des opinions sur les règles juridiques. En matière commerciale et en matière de droit des affaires, cette œuvre doctrinale, c'est l'œuvre d'universitaires et de praticiens. On ne peut pas négliger le rôle des praticiens, si vous voulez, en la matière. Le rôle de la doctrine, c'est de critiquer, analyser, proposer de nouvelles lois, des solutions. Et en fait, le rôle est essentiel parce qu'ils permettent d'analyser une loi, de la critiquer et proposer de nouvelles lois. Donc, la doctrine influence le juge dans sa pratique quotidienne, peut influencer le juge dans sa pratique quotidienne et influence le législateur en vue de nouvelles refontes. Donc, c'est une source fondamentale. Voilà pour les sources internes. Un mot sur les sources internationales, et comme vous le savez, aujourd'hui, la tendance, depuis déjà un certain nombre d'années, c'est la mondialisation. Cette même mondialisation a poussé les commerçants et les États à rechercher des mécanismes permettant de limiter les contraintes résultant de droits nationaux.
Plusieurs voies ont été utilisées pour faciliter le commerce juridique et sont autant de sources pour le droit des affaires. Il s'agit des traités et des usages internationaux. Alors, premier aspect de ces sources internationales, les traités internationaux, qui sont en réalité des accords conclus entre l'État marocain et un ou plusieurs autres États. Ils ont une portée très variable, mais leur régime juridique est le même. Les traités bilatéraux, ce sont des traités qui règlent un problème particulier entre deux États. Le Maroc est engagé, par exemple, avec de nombreux pays dans des traités de commerce, des conventions douanières, des accords de change ou des conventions fiscales pour éviter les doubles impositions, comme c'est le cas entre le Maroc et la France, c'est un exemple. Donc les personnes ne seront pas, grâce à ce traité, obligées de payer deux fois le même impôt que lorsqu'ils sont français et habitent au Maroc, ou l'inverse. Donc ce sont des traités essentiels pour la bonne santé des affaires. Il y a les traités bilatéraux et il y a les traités multilatéraux. Et ces traités multilatéraux, ce sont des traités qui ont pour but de soumettre à un régime juridique identique certains aspects des affaires. Cette uniformisation comporte 3 degrés. Les traités qui imposent la loi à appliquer dans un cas donné. Entre les différentes lois possibles, ils en choisissent une. On les appelle traités réglant de conflits de loi. Donc ça, c'est le premier degré. Par exemple, la Convention de La Haye du 25 juillet 1955 relative aux conflits de loi en matière de vente internationale d'objets mobiliers dispose que la loi applicable à une transaction donnée ou à une vente entre ressortissants des États signataires de cette convention est la loi du lieu du domicile du vendeur. Deuxième degré, les traités qui définissent entièrement le régime juridique d'une opération donnée dans les relations internationales. C'est le cas des conventions qui fixent les règles applicables aux transports internationaux, tant pour le parchemin de fer, convention dite Cotif du 9 mai 1980, que par mer, les diverses conventions de Bruxelles et des règles de Hambourg du 31 mai 1978, ou par air, la convention de Varsovie 1956, dite du 12 octobre 1929. En route, par la convention de Genève 19 mai 1956. Alors, il reste un troisième degré, ce sont les traités qui soumettent à un même régime une opération juridique donnée, tant dans ses applications nationales qu'internationales. Cette technique a été reconnue pour les moyens de paiement, notamment la Convention de Genève du 7 juin 1930 et 13 mars 1931. Il s'agit de ce qui concerne les moyens de paiement, c'est-à-dire la lettre de change, le billet à ordre et le chèque, qui ont bénéficié d'une convention qu'on appelle la Convention unifiée, et dont le Maroc s'est inspiré pour justement instaurer les articles 159 et suivants du Code de commerce. Donc là, le traité est intervenu pour unifier et pour aider à l'unification des règles spécifiques. Du coup, le droit spécifique à la lettre de change, le billet à ordre et le chèque est pratiquement le même que celui qu'on retrouve en France, avec quelques différences. Par exemple, nous, en droit marocain, on continue à appliquer des sanctions pénales pour l'émission de chèques sans provision, alors qu'en France, ils ont dépénalisé l'émission du chèque sans provision. Donc il y a des petites modifications en fonction du pays, évidemment, malgré que la source initiale, c'est la Convention unifiée 1930-1931. Il y a des traités également qu'on appelle les traités d'organisation de la vie économique. Alors, ce sont des traités qui ont pour but de faciliter les relations économiques entre États. Cela les conduit à édicter des règles de droit qui ne peuvent laisser indifférent le juriste des affaires
Certains d'entre eux revêtent une très grande importance. Je fais un parcours rapide. Les accords de Bretton Woods de New Hampshire aux États-Unis, signés en date du 22 juillet 1944, a abouti à la création du Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. L'objectif majeur du FMI est de favoriser la libéralisation des échanges et des paiements internationaux en vue de l'accroissement du commerce international. L'accord général sur les tarifs et le commerce, donc ce qu'on appelle le GATT. Celui-ci a été négocié en 1947, signé par 24 pays. Ce traité est entré en vigueur le 1er janvier 1948. Son but est de réduire ou de supprimer les droits de douane et le contingent dans le domaine des échanges de marchandises et d'assurer le caractère non discriminatoire des restrictions qui subsistent. Sa révision et la révision de cet accord a été réalisée grâce à la Convention de Marrakech le 15 avril 1994. Cette convention a donc créé l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, contrairement au GATT, qui ne fut qu'un simple traité international sans aucune assise structurelle. L'OMC est une organisation à part entière, dotée d'une personnalité juridique, d'un secrétariat et d'une direction générale. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, créée aussi en 1964, cette organisation internationale s'efforce d'une part de stabiliser les prix des matières premières et les produits des exportations, d'autre part de favoriser les transferts de capitaux vers les pays en développement. Voilà un parcours rapide de ce genre d'institutions qui jouent un rôle essentiel en matière des affaires et ont vu de pousser vers une mondialisation du commerce international. Enfin, il y a les usages internationaux. Comme au niveau interne, les usages internationaux jouent un rôle essentiel et permettent la création, la naissance d'un ordre juridique professionnel. On parle même d'une lex mercatoria. Ils prennent souvent la forme de codification privée ou de contrats types tels que la London Commercial Trade Association relatifs aux ventes maritimes de céréales ou ceux de droit maritime sous le nom des règles d'York et d'Anvers qui traitent des avaries communes. Des organismes internationaux tels que la Chambre de commerce internationale jouent un rôle fondamental en la matière puisque cette Chambre a pu regrouper l'ensemble des usages en matière de crédit documentaire, en matière des Incoterms, les termes internationaux pour permettre un usage unifié en matière de commerce international. Et aussi, on ne peut pas ne pas citer l'Institut pour l'unification du droit privé, qui est une organisation intergouvernementale et qui a pour mission de préparer des projets de loi ou de conventions visant à établir un droit uniforme et à faciliter les rapports internationaux en matière de droit privé. Alors, nous, cette année, évidemment, notre objectif, c'est de faire connaissance avec certains aspects du droit. Le droit des affaires, c'est un droit très vaste, il faut bien délimiter le sujet. Eh bien, ma délimitation du sujet est la suivante. Moi, je constate qu'il y a deux aspects dans le cadre de l'entreprise. Il y a un aspect positif, ça veut dire l'activité, les activités de l'entreprise. Il y a un aspect qu'il faut gérer, qui est essentiel et qui n'est pas une fatalité, parce qu'on peut toujours le dépasser s'il est bien géré juridiquement. Ce sont les difficultés. Donc, nous, notre approche de la matière, c'est d'étudier d'un côté les activités de l'entreprise. J'intitule cette partie, si vous voulez, activité de l'entreprise par opposition aux difficultés de l'entreprise. Et pour ce qui concerne cette première partie, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise, on va pouvoir la subdiviser en deux parties. La première partie sera consacrée aux techniques juridiques d'engagement
Et la seconde partie sera consacrée aux techniques juridiques des échanges. Voilà pour les activités. La deuxième partie, c'est-à-dire les difficultés d'entreprise, sera réservée pour ce qui concerne la première partie de la deuxième partie, on va l'appeler titre, pour étudier la prévention des difficultés de l'entreprise, par opposition à la deuxième partie qui, elle, sera consacrée au traitement des difficultés de l'entreprise. Et du coup, donc, finalement, nous, aujourd'hui, ça veut dire qu'on va, d'entrée de jeu, rentrer dans l'étude des activités juridiques de l'entreprise. Donc, le côté positif, le côté dynamique. Sans oublier, je le répète et je me répète, ce que l'étude des difficultés, en fait, si les difficultés, le moment, la phase des difficultés est bien menée, elle peut être une source d'inspiration et peut permettre le rebondissement de l'entreprise vers des cieux nouveaux, justement, qui permettent de renflouer l'entreprise et de sortir de ces crises. Parce que le législateur, quand il a instauré des règles spécifiques aux difficultés, ce n'est pas pour sanctionner, mais c'est pour sauver. C'est pour sauver l'entreprise. Mais ça, on le verra en temps utile. Pour l'instant, on va donc nous intéresser aux activités et par conséquent à la première partie des activités de l'entreprise consacrée aux techniques juridiques d'engagement. Alors, quand je dis techniques juridiques d'engagement de l'entreprise, cela revient à dire ou à étudier ce que les juristes privatistes appellent la théorie des obligations. La théorie des obligations, tu as une place importante en droit privé, c'est une pièce centrale, c'est une pièce essentielle, elle est de tout temps et de tous les pays. L'obligation est l'outil de base de toute relation économique, de toute modification patrimoniale. La vie économique vue sous l'angle juridique est un immense puzzle d'obligations. D'où son importance. Parce qu'effectivement, si on veut étudier l'activité d'entreprise, il est essentiel d'étudier cette notion d'obligation, cette approche, qui s'inspire essentiellement des règles de droit civil, comme je vous l'ai dit, parce que le droit civil reste le tronc commun. Et quand on parle d'obligation dans le langage courant, l'obligation, il est souvent utilisé dans le sens de devoir. Au sens juridique, l'obligation se définit comme étant un lien juridique entre deux personnes en vertu duquel une personne, le débiteur, est tenu d'exécuter une prestation au profit d'une autre personne qu'on appelle le créancier. Donc, le créancier est sujet actif de droit, il est titulaire d'une prérogative, il dispose du pouvoir d'exiger du débiteur une prestation. Le débiteur est sujet passif de droit, il est tenu d'une dette qu'il est astreint d'exécuter envers le créancier. Donc, si je veux reprendre, l'obligation se définit comme étant un lien juridique entre deux personnes, en vertu duquel une personne, le débiteur, est tenu d'exécuter une prestation au profit d'une autre, c'est-à-dire le créancier. Donc, créancier, sujet actif, et débiteur, sujet passif. Quand je parle d'obligation de cette manière, ici, on constate qu'elle revêt un caractère obligatoire. Le créancier dispose en effet d'un pouvoir de contrainte qui lui permet de recourir à la force publique pour obtenir l'exécution de sa prestation, de la prestation à son profit. La question qui se pose ici,
est la suivante. Comment naissent les obligations? C'est une question importante parce qu'elle permet de déterminer la source de l'obligation, c'est-à-dire l'acte ou le fait juridique auquel la loi s'attache pour considérer l'obligation comme née. Acte ou fait juridique. D'après notre code civil, le Daïr, formant code des obligations et contrats, la source essentielle qui permet la naissance des obligations, la source essentielle, c'est le contrat. Mais le Code admet des obligations qui peuvent naître sans convention. Donc l'obligation peut naître par contrat, peut naître également sans contrat. Ce sont d'une part les obligations nées des délits ou quasi-délits, article 77 et suivant du DOC, d'autre part les obligations nées des quasi-contrats qui englobent notamment la gestion d'affaires, article 943 et suivant du DOC, l'enrichissement sans cause, article 66 du DOC, et le paiement de l'indu, article 68 et suivant du DOC. La doctrine moderne s'attache essentiellement au fait que toutes les obligations découlent soit d'un acte juridique, soit d'un fait juridique. Alors là, il faut distinguer entre les deux. L'acte juridique est une manifestation de volonté qui a pour objet et pour effet de créer, modifier ou éteindre un droit. L'acte juridique est une manifestation de volonté qui a pour objet de créer, modifier ou éteindre un droit. L'exemple type de l'acte juridique, c'est le contrat. Le contrat, cette chose magique, est un accord entre deux ou plusieurs volontés en vue de faire naître des obligations ou de transmettre des droits réels comme la propriété, mais cette manifestation de volonté peut être unilatérale lorsqu'elle procède d'une seule volonté, par exemple un testament. Donc l'exemple type de l'acte juridique qui est un acte volontaire, quand je veux faire un contrat, donc je conclus un contrat, j'ai agi de manière volontaire, soit de manière unilatérale, par exemple le testament, soit dans le cadre d'un contrat de vente ou de location ou de travail, donc la rencontre de deux volontés. Donc le contrat, c'est l'image type des relations d'affaires, des relations commerciales, des relations entre les hommes. En fait, il n'y a pas que l'entreprise qui est intéressée. Et il y a les faits juridiques. Les faits juridiques sont des événements auxquels la loi attache des effets de droit indépendamment de la volonté des personnes qui bénéficieront ou souffriront de ces effets. Par exemple, les événements matériels, indépendamment de toute manifestation de volonté, par exemple le décès d'une personne entraîne l'ouverture de la succession. La naissance comme le décès, c'est un fait juridique. On ne le contrôle pas. Des comportements qui impliquent une volonté, mais qui ne cherchent pas forcément les effets juridiques qui en découlent. Par exemple, lorsque quelqu'un conduit sa voiture, il brûle un feu rouge. Est-ce qu'il cherche à ce qu'on lui retire son permis? Il brûle un feu rouge, c'est un fait juridique qui aura des conséquences juridiques, mais ces conséquences juridiques n'ont pas été à la base recherchées par l'auteur de l'infraction. Donc, si vous voulez, l'obligation, de manière générale,
est une source. Celle-ci peut être soit un acte juridique, soit un fait juridique. Évidemment, les sources des obligations sont nombreuses et variées, ce qui fait que nous, dans notre cours, on va étudier certains aspects de ces obligations. Un, on va se consacrer à l'étude des engagements formés par contrat, c'est l'objet de notre titre 1, et on va se consacrer à l'étude des engagements formés sans contrat, l'objet du titre 2, et enfin, on va s'intéresser aux règles communes à toutes les obligations, et ce sera l'objet du titre 3. Donc je m'arrête à ce niveau. C'est une introduction de la matière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention.